Bonjour à tous, nous allons réaliser une activité complémentaire par rapport au DS numéro 6 que nous avons effectué. Alors le but, c'est surtout à partir des éléments de ce DS de réaliser un bilan fonctionnel, donc de faire des révisions, de calculer le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement, la trésorerie nette, le calcul de l'EBE, la CAF et quelques ratios. Alors je reprends un petit peu l'énoncé, donc c'était le DS numéro 6. On avait calculé, vous voyez, on avait fait un bilan financier, des budgets de trésorerie, des questions par rapport à la bourse et un emprunt obligataire. Tout ça, je le passe. Donc, on va forcément encore une fois utiliser le bilan. Ici, on a l'actif, le passif et le compte de résultat, notamment pour calculer l'EBE, certains ratios ou encore la CAF. Voilà, donc je vais venir directement à ce qui vous était demandé. Voilà, on a ici analyse complémentaire. On vous demande de reprendre les données de la société Plastacier et de réaliser un bilan fonctionnel condensé. Alors, on a ici, vous voyez, aussi un bien en crédit bail. On va rajouter un bien en crédit bail. Donc, contrairement au bilan financier, il va falloir en tenir compte. Notez bien que la grosse différence entre le bilan fonctionnel et le bilan financier, c'est que le bilan fonctionnel, le but, c'est de retraiter un bilan classique pour le rendre plus lisible, de le travailler en fonction. Alors que de l'autre côté, le bilan financier va plutôt s'intéresser à la solvabilité de la société. Est-ce que son actif net comptable corrigé est supérieur à son passif exigible. Voilà. Alors, on aura aussi ici dans l'énoncé, vous voyez, des charges constatées d'avance. Donc, il va falloir répartir entre l'exploitation et le hors exploitation. Vous aurez des effets escomptés non échus, les fameux ENE qui se trouvent en dehors du bilan classique, donc dans des annexes, il va falloir venir réintégrer dans le bilan fonctionnel. Voilà, et les différentes questions. Donc, si je passe au corrigé, donc voici le bilan fonctionnel. Donc, n'oubliez pas surtout en valeur brute. Autant le bilan financier est en valeur nette, le bilan fonctionnel est en valeur brute. Donc, ici, je reprends pour commencer mes IMO incorporels bruts, des frais de développement et le fonds commercial. Donc là, il n'y a pas de retraitement à faire, même sur des actifs fictifs, par exemple pour les frais de développement, je les laisse dans mon bilan fonctionnel. Nous ne sommes pas dans un bilan financier. Ensuite, nous retrouvons nos IMO corporels en valeur brute. Voilà. Et le fameux bien en crédit bail que je vais rajouter. Donc à la base, il n'apparaît pas dans le bilan classique, dans le bilan comptable, parce que nous n'en sommes pas propriétaires, nous le louons. Donc ici, il apparaît à l'actif, mais également, si je veux équilibrer mon bilan, puisque je rajoute 100 000 euros à l'actif, il faut qu'au passif, je rajoute la même somme. Donc je vais rajouter les amortissements cumulés du crédit bail, donc 40 000 euros. Je tiens cette information de l'énoncé, puisqu'on nous dit que le crédit bail, le bien vaut 100 000 euros, qu'on l'a utilisé pendant 2 exercices et qu'au total, sa durée d'utilisation est de 5 ans. Donc on l'a utilisé pour 2/5 de sa valeur, 40%, ce qui donne un amortissement cumulé de 40 000, 20 000 chaque année en fait. On retrouve également ensuite l'emprunt lié au crédit bail. Forcément, si on a rajouté 100 000 et qu'on a mis 40 000 ici en amortissement, on va considérer que si nous en étions propriétaires de ce bien, il aurait fallu l'acquérir par un amortissement. Donc je mets le complément ici en emprunt lié au crédit bail. 60 000 plus 40 000, on retrouve bien les 100 000. Je retrouve ensuite mes IMO financières en valeur brute, pas de difficulté. Voilà, je fais le total de mes emplois stables, je marque ici en haut. Ensuite, je retrouve mon actif circulant d'exploitation. Dedans, mes stocks en valeur brute. Il n'y a aucun retraitement à faire. Contrairement au bilan financier, nous avions retiré le stock permanent pour venir le placer en IMO corporel. Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de stock outil ici. Donc, même s'il y en a, on s'en sert pas. Donc, on laisse ici le stock normal en valeur brute. Les créances, pareil, en valeur brute. Alors, attention, les charges constatées d'avance, j'en ai réparti une partie donc en exploitation et une autre partie en hors exploitation selon les pourcentages donnés dans l'énoncé. Mes fameux ENE que je trouve hors bilan, je viens les rajouter ici à l'actif. Comme j'ai bien précisé, ils sont hors bilan. Si je rajoute un montant à l'actif, forcément, il va falloir aussi le rajouter au passif. En fait, nous avons escompté auprès de notre banque des effets de commerce. Elle nous a avancé les fonds. D'accord? Donc, juridiquement, on est toujours propriétaire. Si le client ne paye pas, la banque se retournera contre nous. Donc, c'est pour ça que je les place ici à l'actif. Mais c'est une avance de la banque. Donc,
De l'autre côté, ici, je dois rajouter en trésorerie passive les fameux 3000 euros. Voilà, je m'intéresse maintenant au passif avec mes capitaux permanents. Je retrouve mes capitaux propres, pas de difficulté. Mes provisions pour charges, 30 200. L'ensemble des amortissements cumulés de l'actif. Donc ça, vous l'aviez page 3. Je peux vous montrer très rapidement. Page 3. Je suis ici. Bon, vous les avez ici, voilà. Les 711 000. Je reviens sur mon corrigé. Voilà, donc on retrouve bien les 711 000, les amortissements cumulés du crédit bail. L'emprunt classique, donc c'est l'emprunt que vous avez au bilan. On a un emprunt, alors c'est la page 4, voilà, sur la ligne DV. Donc on a marqué emprunt et dettes financières diverses. Donc j'ai 446 000. Par contre, juste au-dessus, c'était marqué emprunt et dettes auprès des établissements de crédit avec un petit renvoi, un renvoi numéro 5. Et en fait, ça correspond à des concours bancaires ou des soldes créditeurs de banque. Donc forcément, on a dû avoir à découvert. Je ne le mets pas ici dans mes capitaux permanents, je vais le placer directement dans mes concours bancaires. Alors certains peuvent ici le rajouter, peuvent rajouter ici cet emprunt de 13 600 et le retirer juste en dessous pour venir placer ici. Ce qui ne sert strictement à rien, c'est une perte de temps. Autant ne pas le mettre ici et venir le placer ici en bas. Je retrouve ensuite mes fournisseurs et comptes rattachés, mes dettes fiscales et sociales, c'est simplement de la recopie. Mes autres dettes, donc dedans je crois qu'il y avait des comptes courants d'associés. Voilà, ma trésorerie passive, donc mes concours bancaires et mes ENE. Je vérifie bien à la fin que j'ai bien l'égalité, que mes deux totaux correspondent. Alors ici c'est un bilan fonctionnel comme moi personnellement je les aime, c'est-à-dire on peut bien détailler. Là, dans l'énoncé, il voulait un bilan fonctionnel condensé. Ça veut dire présenté d'une manière assez rapide. J'aime pas ce genre de proposition, tout simplement parce que si vous avez faux, bon, c'est pas ce que vous avez mis dedans. Donc moi, je vous conseille forcément de venir écrire en dessous. Ben voilà, les 1 468 650, à quoi c'est égal? Ben, c'est égal à, allez, j'y vais, c'est égal à 3000. Voilà, 3000 qui correspondent aux frais de développement. Voilà, je crois que vous m'avez compris. Et ainsi de suite, je rajoute un petit peu tout pour retrouver le montant. Ainsi, le correcteur a une idée de quoi ça correspond. Surtout quand vous faites ça, mettez bien ici à quoi ça correspond. Parce que quand vous mettez que des montants, sincèrement, moi, j'ai pas envie d'aller chercher à quoi ça correspond. Quand je corrige, j'essaie d'aller assez vite. Donc forcément, je vois qu'il est marqué 3 000 € frais de développement. Ok, c'est bon. Le candidat a trouvé la bonne réponse. Donc, bilan fonctionnel condensé. À partir de ce bilan fonctionnel condensé, je vais calculer mon fonds de roulement net global, mon BFR et ma trésorerie nette. Donc, fonds de roulement net global, je vous rappelle que c'est les capitaux permanents, voilà, donc le montant qui est ici, moins mes emplois stables, donc le montant global qui est ici. Il faut absolument que vos capitaux permanents soient supérieurs à vos emplois stables, afin de dégager un fonds de roulement qui pourra permettre de financer éventuellement un besoin en fonds de roulement. Et un besoin en fonds de roulement qui, lui, en revanche, est positif aussi. Donc, le besoin en fonds de roulement, à quoi il correspond? Il correspond ici à mon actif d'exploitation plus mon actif circulant hors exploitation, moins mes dettes circulantes d'exploitation et mes dettes circulantes hors exploitation. Alors ici, on vous parle de BFR. On vous demande pas de décomposer en BFRE, parce que là, ça aurait été uniquement ce montant-là, moins ce montant-là. Et en BFRHE, hors exploitation, ce montant-là, moins ce montant-là. Là, on prend le montant global, donc le besoin en fonds de roulement. On trouve ici un montant positif, ce qui signifie qu'en fait, la société a un besoin de financement à court terme. C'est logique, hein, quand on voit le montant de ses créances, ça fait peur. Bien supérieur au niveau des dettes assemblées. Donc, ce besoin, il faut le financer. Elle doit le financer avec son fonds de roulement, donc le surplus qu'elle dégage grâce au financement à long terme doit venir financer ce besoin-là. Elle n'en a pas eu assez, donc elle a eu un découvert bancaire, un besoin de trésorerie. C'est pour ça qu'elle a une trésorerie passive. D'accord? Donc c'est bien trésorerie active, moins trésorerie passive. Je vérifie bien mes grandes égalités. Donc on retrouve bien mon 138 400, le fonds de roulement, qui est égal à mon BFR plus ma trésorerie nette. Ici elle est négative, c'est pour ça qu'elle le signe moins.
Voilà, concernant les ratios qui étaient demandés, le premier est la durée du crédit client, donc créance client, que vous allez trouver à l'actif du bilan, forcément en valeur TTC, parce que les clients nous règlent le montant de la facture TTC. Je vais rajouter les fameuses ENE, que je trouve hors bilan. Je peux éventuellement rajouter les écarts de conversion actifs, retirer les écarts de conversion passifs, les avancées à compte reçus, que vous trouverez cette fois-ci au passif du bilan. Je peux aussi rajouter les charges constatées d'avance, mais c'est pas forcément une obligation, donc vous ne serez pas pénalisé si vous le faites ou si vous ne le faites pas. Je divise par le chiffre d'affaires TTC. Donc le chiffre d'affaires, vous le trouvez dans le compte de résultat. Chiffre d'affaires hors taxe forcément. Donc moi, je rajoute la TVA et je multiplie le tout par 360, ce qui me donne 71 jours. C'est énorme, d'accord? Sachant que depuis la loi de 2015, même la loi LME qui date de 2008, on ne doit pas dépasser 60 jours. Donc là, nos clients nous règlent un peu trop tard. Ils sont hors délai. De notre côté, au niveau des dettes fournisseurs, alors, au niveau des dettes fournisseurs, du ratio de paiement dette fournisseur, nous sommes à 55,59 jours. Il n'y a pas de souci, on est bon. Au niveau de la formule, je prends les dettes fournisseurs que vous avez au bilan, divisé par les différents achats relatifs aux fournisseurs, qu'on retrouve ici, donc dans le compte de résultat, achat de matières premières et autres approvisionnements, autres achats et charges externes, sont des montants forcément hors taxe, des comptes 6, donc je vais rajouter la TVA, je multiplie par 360 et je trouve 55,59. Ici, nous sommes plutôt bons. Je continue. Il demande de calculer ensuite la CAF. Alors, la CAF, deux méthodes, donc je prends c'est pour moi qui est la plus facile, à partir du résultat net, et je vais ainsi remonter, rajouter le compte 675, la valeur nette comptable des éléments d'actifs CD pour 4600. D'accord, donc c'est un compte 6 que j'avais retiré. Comme je remonte, je vais rajouter le compte 6. Je rajoute les opérations capitales dans les éléments exceptionnels. Donc il y en avait deux, le compte 775 et le compte 777. Alors quand je dis il y en avait deux, c'est une erreur. En fait, je ne sais pas ce qu'il y a dedans parce que c'est pas précisé. Par contre, je suis capable de le retrouver parce qu'en regardant dans mon bilan, donc si vous regardez le bilan au niveau de l'actif, donc je prends ma feuille, je suis à la page 3 et vous voyez que c'est marqué, non, je dis une bêtise, au niveau du passif, donc vous prenez la page 4 et subvention d'investissement, il n'y a rien de marqué. Donc en fait, il n'y a pas eu de subvention d'investissement au bilan. Donc comme il n'y a pas de subvention d'investissement, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de quote-part. Donc forcément, mon compte 777 a une valeur de 0. Donc le montant d'opération capital correspond uniquement à des cessions. Ensuite, je vais additionner toutes mes dotations que vous trouvez au compte de résultat, retirer mes reprises. Alors attention, vous avez dans le compte de résultat, je crois que je l'ai peut-être en dessous, voilà, reprise sur amortissement et provision et transfert de charges. Ne prenez surtout pas les transferts de charges puisqu'on va les utiliser dans l'autre méthode de calcul de la CAF. Il me faut uniquement les reprises sur amortissement et provision. Donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Alors généralement, il y a une info qui est donnée dans l'énoncé. Ici, c'était bien le cas. Dans l'énoncé, je remonte. C'était indiqué, voilà, calculer la CAF en considérant qu'il n'y a pas de transfert de charge. Voilà, donc je retire mes reprises et je trouve 58 600. Je peux appliquer l'autre méthode, et dans ce cas-là, il faut calculer le BE. Je sais que vous n'aimez pas, mais vous avez intérêt à savoir calculer le BE et la CAF, parce que si vous ne savez pas le faire lors de l'examen, ça envoie un message très négatif au correcteur. Donc le BE, je vous rappelle, c'est l'ensemble des produits jusqu'aux reprises sur amortissement, moins l'ensemble des charges, c'est pareil, jusqu'aux dotations que je ne prends pas. Donc on s'arrête à chaque fois aux dotations. Voilà. Donc ici, je trouve un EBE de 262 450. Là, vous voyez, j'ai fait un petit accolade. J'aurais même pu descendre plus bas, mais il y avait 0. D'accord? Donc je m'arrête bien avant le 1400. De mon EBE, donc je vais continuer à descendre. Donc je vais rajouter les transferts de charges, des comptes 7, il n'y en a pas. Les autres produits, moins les autres charges d'exploitation. Vous avez ici, par exemple, les autres produits, il n'y en avait pas. Plus les produits financiers, donc forcément hors tout ce qui va être reprise sur provision. Voilà. Moins les charges financières, plus les autres produits exceptionnels, moins les autres charges exceptionnelles. Alors attention, ne surtout pas prendre des opérations en capital, puisqu'on a déjà utilisé ces opérations-là
dans l'autre méthode de calcul de la CAF. Voilà. Je retire ma participation au bénéfice, il n'y en avait pas, vous trouvez ça en bas du compte de résultat. Et je retire mon impôt sur les bénéfices. Voilà. Ça vous donne une CAF, alors que ce soit la méthode soustractive ou additive, vous devez trouver la même CAF. Donc le jour de l'examen, vous embêtez pas, vous prenez la méthode, enfin sauf si c'est imposé, mais vous prenez l'une ou l'autre des méthodes, il n'y a pas de problème. J'en finis avec une petite analyse, où je rappelle un petit peu ce que c'est la différence entre un bilan financier et un bilan fonctionnel. Donc contrairement au bilan financier qui s'intéresse à la solvabilité de la société, le bilan fonctionnel relève plutôt d'une présentation différente du bilan comptable, représenté par fonction, afin de faciliter sa lecture. Dans le bilan fonctionnel, en simplifiant, on cherche à savoir d'où est venu l'argent durant un exercice comptable et comment il a été utilisé. Alors que dans le bilan financier, vous avez bien compris, c'est plus la solvabilité qui nous intéresse. Savoir si l'entreprise, avec son actif disponible, est capable de payer en fait son passif exigible. Donc en fait, si elle est solvable. Si elle fait faillite, est-ce qu'elle a assez d'actifs? Alors ici, si on analyse un petit peu la société, on l'a déjà fait en long, en large, en travers à partir du DS, mais on peut peut-être rajouter que la société elle a un bon fonds de roulement, mais le problème c'est le niveau de son besoin en fonds de roulement. Donc il va falloir essayer de renégocier les délais de règlement des clients qui en plus dépassent les normes réglementaires. Voilà. Ensuite, ça je l'avais pas remarqué franchement au départ quand j'avais fait le corrigé, c'est l'un de vous qui l'a indiqué dans sa copie. La société elle a certes réalisé un résultat net comptable, mais celui-ci tient beaucoup au fait qu'elle a réussi à faire une cession d'IMO qui lui a rapporté beaucoup d'argent. D'accord? Si vous regardez le compte de résultat, on va revenir dessus. Voilà, dans le compte de résultat, sur tout ce qui est opération exceptionnelle, vous voyez, elle a un compte 775 de 117 000 et un compte 675 de 4 600. Donc elle a réussi à dégager un bénéfice, un résultat exceptionnel de 112 400, qui est du même niveau, quasiment, même plus haut, que son résultat d'exploitation. Donc en fait, la société, cette année-là, a réussi, si on peut dire, à survivre, surtout grâce à son résultat exceptionnel. Et ça veut bien dire qu'il est exceptionnel, donc il ne se reproduira pas forcément tous les ans. D'accord? Je reviens sur mon corrigé. C'est pour ça que j'ai indiqué, enfin, et cela n'avait pas été révélé lors de la première analyse, le calcul de la CAF a fait apparaître un résultat, et non pas une, exceptionnel élevé, grâce à une cession qui a contribué grandement au résultat net et qui ne devrait peut-être pas se reproduire prochainement. Voilà, j'en ai fini avec ce corrigé. Je voudrais tout de même rajouter quelque chose, parce que je sais que ça vous embête à chaque fois, au niveau des bilans fonctionnels. Imaginez que tout en bas du bilan comptable, vous retrouvez ici au passif, donc ici ce serait marqué par exemple, voilà, écart de conversion passif pour 5 000 €. Et je sais que ça vous embête. Donc vous regardez votre énoncé, où je vais placer ça. Et ça, forcément, il y aura un petit renvoi. On vous dira par exemple, l'écart de conversion passif concerne les fournisseurs. Donc je suis là, le montant, c'est du passif. Ça concerne des fournisseurs qui eux aussi sont au passif. Donc il n'y a pas de difficulté. Je vais venir rajouter ici les écarts de conversion passif. Donc je fais un plus ici. Je n'ai rien changé. Hein, le total de mon passif n'a pas bougé. Donc il n'y a pas de difficulté. Aucun souci. Je rajoute ici et c'est tout. Maintenant, imaginez que l'énoncé vous indique que les écarts de conversion passive de 5 000 € concernent les clients. Dans ce cas-là, ils n'ont pas leur place ici au passif. Donc, je ne vais pas les indiquer au passif, mais en faisant ça, je vais réduire mon total général. Si le total du passif diminue, je vais être très embêté parce que le total de l'actif va être supérieur. Dans ce cas-là, comme il concerne les clients, je vais venir les placer avec les clients, mais avec un signe négatif. Donc, je retirerai les 5000 ici dans les créances clients. On peut faire la même chose si vous voulez avec des écarts de conversion actifs, ECA. Donc, on va changer le montant, on va mettre par exemple 8000. Imaginons que les ECA sont placés ici pour l'instant à l'actif concernent les clients. Pas de problème, ils sont dans la même colonne que l'actif, que les clients. Donc, je vais venir les rajouter ici aux créances clients et il n'y aura pas d'impact sur mes dettes. Donc ici, ça ne bougera pas, le montant total ne changera pas de toute façon, il n'y a pas de problème. En revanche, dans l'énoncé, s'il est indiqué que mes écarts de conversion actifs concernent des fournisseurs, ça veut dire qu'ils n'ont pas leur place dans l'actif, donc je ne vais pas les indiquer, mais en ne les indiquant pas,
forcément mon total général va baisser. Comme mon total général baisse, de l'autre côté, il faut que ça baisse également. Donc, dans mes fournisseurs, je retirerai ici moins ECA, moins 8000. Je vous avais déjà indiqué, hein, n'oubliez pas, quand vous faites en croisé, en fait, alors je ne sais pas si ici je peux faire une insertion, aussi avec des flèches, voilà. Quand vous changez de côté, le signe est forcément négatif. Par contre, quand vous laissez les ECA ou les ECP du même côté, le signe restera positif. Voilà, j'espère que vous avez compris. Alors, j'essaierai de faire d'autres petites vidéos sur, par exemple, les tableaux de flux de trésorerie. Je vous renverrai un autre exercice un petit peu dans le style de ce DS pour vous entraîner. Et je pense aussi que courant juillet ou courant août, je ferai aussi une petite vidéo pour les futurs DCG2 sur le tableau des SIG. Donc, je pense que vous pourrez en profiter avant l'examen pour vous réviser. Voilà, j'essaierai aussi également de vous envoyer quelques sujets qui sont déjà tombés pendant les autres sessions. Voilà, merci à vous, merci de votre attention, et puis bonne journée à tous.